Bonjour, je suis Robert Aldrich, professeur émérite d'histoire à l'Université de Sydney en Australie, où pendant presque 40 ans, j'ai enseigné l'histoire européenne et l'histoire de la colonisation. Ma spécialité, c'est l'histoire française et donc je me suis intéressé aux îles françaises du Pacifique et aux autres colonies françaises. J'ai écrit 2 livres sur la France dans le Pacifique, et aussi un livre sur les lieux de mémoire des colonies en France, un livre sur les souverains indigènes qui ont été déposés, exilés par les Français et les Anglais. Le Pacifique, comme on le sait, est vaste. C'est le plus grand océan du monde. Et sur les côtés du Pacifique, il y a différents continents. Le continent asiatique, les continents Amérique et l'Australie. Mais pour le Pacifique insulaire, c'est une question des îles du Pacifique Sud, donc au sud de l'équateur. Et il y a aussi les îles du Pacifique Nord, du nord de l'équateur. Euh, On parle aussi de l'Asie-Pacifique pour des raisons géopolitiques, mais aussi parce qu'il y a des liens très étroits entre les îles du bassin Pacifique et d'autres pays de la région, surtout de l'Asie, de l'Australasie et plus loin, l'Europe. Et on commence maintenant à parler de l'Indo-Pacifique, qui évidemment couvre une région encore plus vaste, qui va de l'océan Indien jusqu'à l'océan Pacifique, à la limite des côtes occidentales de l'Afrique aux côtes orientales de l'Afrique et jusqu'aux côtes occidentales des Amériques. Et cela peut paraître trop vaste comme région d'études ou de politique, mais peut-être il y a une certaine logique historique parce que les Européens accèdent aux îles du Pacifique par l'océan Indien. Pour les Portugais, les Anglais, les Hollandais, les Espagnols accèdent aux îles du Pacifique par l'Atlantique et le Pacifique. Donc, tous ces endroits sont reliés et ces régions sont de plus en plus reliées de nos jours-ci par les échanges de commerce, d'idées, de migration et ainsi de suite. Donc, la nomenclature est différente selon les époques, selon les points de vue et peut-être selon les spécialités des observateurs. La première colonisation du Pacifique, dans le sens strict du mot, est l'arrivée des autochtones dans cette région. Et cela s'échelonne sur des millénaires, parce que les aborigènes d'Australie sont arrivés ici il y a plus de 50 000 ans, peut-être même plus de 60 000 ans. Tandis que les îles de la Nouvelle-Zélande ne sont colonisées par les Polynésiens que vers 1350-1450 de notre ère. Donc, la population le peuplement du Pacifique est un processus très long, avec des gens qui sont venus du Pacifique et qui s'installent dans les îles et sur le continent australien et qui développent des sociétés très différentes avec leur cosmologie, leur structure sociale, leurs économies, leur mode de vie. On a tendance à diviser le Pacifique insulaire dans les régions de la Mélanésie, dans le sud-ouest, la Polynésie dans l'est et la Micronésie dans le nord. Euh, mais il y a quand même des liens et des contacts entre ces trois régions qui sont un peu simplistes dans leur cartographie. Mais tout cela pour dire que le peuplement du Pacifique, l'évolution des sociétés très dynamiques et non pas figées dans un certain moment de l'histoire des îles du Pacifique, euh, date bien avant l'arrivée des Européens dans la région. Quand les Européens arrivent dans le Pacifique, à l'âge des Lumières, ou un peu avant, ils découvrent un monde qui, pour eux,
est inconnu. C'est une vraie découverte pour les Européens. Il y a des populations inconnues, une faune et une flore inconnues, euh, et il crée des mythes euh, sur le Pacifique. Euh, pour, pour les uns, c'est un mythe d'une utopie, avec, avec cette luxuriance tropicale, avec la chaleur, avec la mer, avec ce qu'il imagine comme des sociétés en Polynésie, libres des contraintes des sociétés européennes, monarchie, église, industrie, avec un peuple qu'ils décrivent comme, comme des dieux et des déesses grecques, comme des statues de l'Antiquité. Il y a cette séduction des Polynésiens. Et donc, pour les Européens d'une certaine perspective, il s'agit bien entendu de bons sauvages. Par contre, pour d'autres, c'est le contraire. Le Pacifique n'est pas loin d'une dystopie, parce qu'il y a les dangers du voyage, il y a les agressions qu'il confronte, il y a le primitivisme, comme ils disent, des sociétés qui n'étaient pas au même stade de développement technologique des Européens, selon les Européens. Euh, il y a les pratiques des gens de ces îles, peut-être la promiscuité pour les chrétiens. Euh, il y a c'est la question de l'anthropophagie, les cannibales, les chasseurs de têtes. Ce sont des sauvages tout court. Et ces deux images entrent dans la littérature, dans l'art. On pense bien sûr à Gauguin et les images d'une Pacifique exotique et érotique, mais aussi l'image d'un paradis perdu. Et il y a toute une suite d'images dans la littérature, dans, dans l'art. Pour les Français, on pense par exemple à Pierre Loti, à Victor Sogalen. Mais ces images perdurent. Il suffit de regarder, de feuilleter les brochures touristiques pour voir les stéréotypes qui s'éternisent. Le bonheur sous les palmiers, le bonheur de vivre à Tahiti. Et il y a aussi des images plus négatives qui s'éternisent aussi. Les Français arrivent dans le Pacifique au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, avec les explorations de Bougainville dans les années 1760, de la Pérouse un peu plus tard dans les années 80, et Baudin à partir de 1800 et ainsi de suite. Donc, il y a tout un cohorte de navigateurs français qui arrivent dans le Pacifique et qui rentrent en France avec des espèces, des plantes, des animaux, avec des écrits sur les populations du Pacifique et qui créent un certain intérêt pour le Pacifique et qui est à l'origine de certains de ces mythes qui circulent en France et ailleurs. Euh, c'est pareil pour les Britanniques qui découvrent le Pacifique presque en même temps que les Français. Et il faut dire que le Pacifique devient un terrain d'expérimentation, de découverte pour les naturalistes, pour les scientifiques, pour les cartographes, mais aussi pour les ethnographes. Et le Pacifique contribue beaucoup à la naissance de l'ethnographie, de l'anthropologie, parce que on trouve dans le Pacifique vraiment des populations avec des modes de vie inconnus des Européens. Mais on trouve aussi des intérêts commerciaux, stratégiques dans le Pacifique. Et donc, le Pacifique n'est pas seulement un terrain de recherche, mais c'est un terrain politique. D'abord, il y a les Hollandais aux marges du Pacifique, en Indonésie, les Indes occidentales. Et puis, il y avait aussi, même avant, les Portugais
dans les marges du Pacifique. Mais la colonisation des îles du Pacifique commence avec les Anglais qui arrivent en Australie en 1788 pour établir une colonie pénitentiaire. Et petit à petit, les Anglais s'accaparent de tout le continent australien. On sait que l'Angleterre et la France étaient les deux grands rivaux à l'époque. Et donc la France veut, elle aussi, s'installer dans le Pacifique à cette époque, malgré les soubresauts de la Révolution française et le début du 19e siècle, qui a dévié les intérêts français dans d'autres domaines. La France avait perdu un certain nombre de ses colonies suite aux guerres napoléoniennes. Et c'est à partir des années 1830 que la France veut reconstruire plutôt un empire colonial, en commençant avec l'Algérie. Mais la politique française de François Guizot était de trouver des points d'appui, comme il disait, des points d'appui pour la flotte militaire et marchande, pour les voiliers et éventuellement pour les bateaux à vapeur. Et avec cette idée, la France cherche des ports à l'ouest de l'Afrique, dans l'océan Indien et aussi dans le Pacifique. Euh, et donc la France arrive à Tahiti au début des années 40, 1842, où sont installés déjà les Anglais, mais la France prend possession des îles de la Société, avec Tahiti au centre, ainsi que les îles Marquises, et petit à petit s'étend sa souveraineté aux autres îles de ce territoire qui devient la Polynésie française, qui s'appelait à l'époque les établissements français du Pacifique. C'était 2 années après l'arrivée des Anglais en Nouvelle-Zélande. Donc, on a une sorte de compétition dans le Pacifique pour prendre possession des îles. Ensuite, la France prend possession de la Nouvelle-Calédonie en 1853 euh, en tant que point d'appui pour la flotte militaire et marchande, mais aussi avec l'idée d'établir une colonie pénitentiaire. Donc, les Français imitent un peu les Anglais en Australie, mais avec l'espoir de perfectionner le modèle australien, anglais, de colonisation pénitentiaire. La Nouvelle-Calédonie est une grande île à l'échelle des îles du Pacifique et cette prise de possession donne à la France une base dans l'ouest de l'océan Pacifique. Euh, Maintenant, on entre dans les années ou les décennies où d'autres pouvoirs s'installent, d'autres puissances s'installent dans le Pacifique jusqu'à la fin du 19e siècle, où il n'y a presque plus aucune île qui n'est pas sous souveraineté européenne ou américaine. C'est le Scramble for the Pacific, tout comme il y avait le Scramble for Africa à cette époque. Et la France donc s'installe dans les îles Wallis et Futuna, au centre du Pacifique, où il y avait quand même une très longue histoire d'installation des prêtres à partir des années 1830, je crois, les prêtres qui établissent une sorte de théocratie dans ces îles polynésiennes du centre et du Pacifique. Donc, en fin de compte, la France a une portefeuille d'investissement dans le Pacifique, Tahiti et ses îles, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, et c'est un cas particulier, les Nouvelles-Hébrides, euh, l'actuel Vanuatu, qui devient un condominium avec l'Angleterre. Le Pacifique devient un endroit très important pour l'expansion coloniale. Et pourquoi? D'abord, il y a la compétition un peu partout dans le monde entre les grandes puissances coloniales, l'Angleterre et la France surtout, mais avec l'unification de l'Allemagne, aussi ce nouveau pays en voie d'industrialisation, en voie d'expansion.
les États-Unis, un pays qui devient aussi une puissance à l'échelle internationale, et éventuellement le Japon. Et il y a aussi les pouvoirs qui étaient les premiers dans le Pacifique, Portugal, Espagne, Pays-Bas, qui y restent. Donc, tous ces pays trouvent dans le Pacifique des intérêts. Quels sont ces intérêts? D'abord, l'intérêt géopolitique. Euh, euh, Être une grande puissance veut dire avoir des colonies. Et avoir des colonies dans le Pacifique, tout comme dans l'océan Indien, tout comme en Afrique et dans le bassin méditerranéen. Donc, une grande puissance à la fin du 19e siècle euh, doit avoir des colonies. Mais il y a aussi des raisons euh, de commerce, parce que le Pacifique intéresse les Européens à partir des années 1840, quand il y a la ruée vers l'or aux États-Unis et en Australie, qui évidemment attire beaucoup d'Européens, les chercheurs d'or, mais aussi qui souligne les ressources connues ou potentielles des, des pays du bassin Pacifique. Euh, il y a une autre raison commerciale, euh, l'idée de construire un canal dans l'isthme de l'Amérique centrale, idée qui commence à circuler vers les années 1830. Et un tel canal raccourcirait les distances entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Et donc, c'est un projet et l'enjeu, c'est d'avoir des bases, des ports dans le Pacifique pour profiter de ces liaisons maritimes créées avec un nouveau canal de Panama qui sera ouvert en 1914. Euh, Suite au canal de Suez de 1869, donc le monde se relie par les canaux. Euh, Autre aspect très important, c'est la Chine. Parce que la Chine, c'est vraiment le rêve des Européens, des autres. La Chine présente les produits d'exportation bien convoités par les Européens, soit thé, porcelaine. La Chine présente un énorme marché de clients. La Chine présente un empire un peu mystérieux, mais quand même d'intérêt culturel pour les Européens. Et au XIXe siècle, il y avait euh, toutes les autres puissances qui voulaient avoir leur part de la Chine. Une Chine qui, pour les Européens, était marquée par une dégénérescence des structures politiques euh, et avec les invasions européennes, avec les guerres de l'opium, chaque pouvoir va avoir les avantages euh, commerciaux, politiques, culturels en Chine. Les îles du Pacifique, c'était une passerelle vers la Chine, une sorte de pont entre euh, les Amériques et l'Asie, l'Australie et l'Asie. Et aussi, les îles du Pacifique euh, espéraient les hommes politiques donner des ressources qu'on peut échanger en Chine. Parce que la Chine ne voulait pas trop des exportations européennes. Mais dans le Pacifique, on trouvait du bois de santal, très important pour l'encens en Chine. On trouvait bêche de mer, une sorte de, je crois, le terme scientifique, c'est holothurie, une bête maritime très prisée sur le marché chinois. Et, euh, et donc, il y a ces intérêts commerciaux dans le Pacifique. Euh, et avec tout cela, on développe une certaine idée du Pacifique. Euh, Déjà dans les années 1880, un observateur français, Paul Deschanel, futur président de la République française, publie deux livres sur le Pacifique. Et dans ces livres, il parle du Pacifique comme le nouveau centre du monde.
il parle du déplacement du centre de gravité du monde commercial et géopolitique de l'Atlantique au Pacifique, comme le centre de gravité du monde s'était déplacé à une autre époque du Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. Donc il y a cette idée, on peut dire mirage ou mythe du Pacifique déjà à la fin du 19e siècle comme le nouveau centre du monde. Euh, donc voilà des raisons pour lesquelles les Européens s'intéressaient au Pacifique, mais aussi voulaient avoir leur base, leur colonie, leurs activités commerciales euh, dans ces îles du Pacifique et pourquoi même les îles les plus isolées, les plus reculées, ont été prises par les Européens, les Américains et éventuellement d'autres puissances aussi. Oui, trois ou quatre archipels français, mais qui sont différents. Euh, Tahiti, c'était le rêve positif, c'était le tourisme. Euh, mais qu'est-ce qu'on va faire dans les îles du Pacifique pour rentabiliser la Polynésie? Il y a quelques tentatives agricoles, par exemple pendant la guerre civile aux États-Unis dans les années 60, il y avait une pénurie de coton sur le marché mondial. Donc les Français importent les Chinois pour planter du coton à Tahiti. Ça marche pendant quelques années, mais par la suite, avec la rentrée des États-Unis sur le marché du coton international, c'est fini. Euh, on cherche d'autres possibilités. On trouve par exemple du phosphate sur l'île de Makatea. Phosphate, c'est un produit très important pour les fertilisants artificiels. On trouve du copra, on produit du copra qui est important pour la fabrication du savon, entre autres produits. Euh, et éventuellement, il y a le tourisme à Tahiti. Mais ça, c'est dans l'avenir, au XXe siècle. En ce qui concerne la Calédonie, c'est une terre très riche en minerais, beaucoup de minerais, mais surtout le nickel. Euh, la Nouvelle-Calédonie contient des gisements de nickel parmi les plus importants du monde. Le nickel est très important au XIXe siècle, pas seulement pour la monnaie, mais aussi pour utiliser dans la fabrication de l'acier, qui est très important pour les navires, euh, pour les armements, pour d'autres produits encore. Et donc, la Nouvelle-Calédonie devient un gros producteur de nickel avec les intérêts internationaux, avec les travailleurs recrutés dans d'autres pays, par exemple en Indonésie, au Vietnam, même au Japon, pour travailler en Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie reste un pays de production minérale. Le nickel reste toujours son produit d'exportation le plus important. En ce qui concerne Wallis et Futuna, ce sont de petites îles où il n'y a pas vraiment beaucoup de ressources agricoles ou minerais ou autres produits. Et donc, c'est une sorte d'île comme beaucoup d'autres îles qui sont euh, qui restent des possessions européennes pour des raisons autres qu'économiques. Euh, mais ces trois îles, quand même, ces trois archipels sont différents. Parce que la Polynésie, c'est la terre des Polynésiens, bien entendu, comme indique le nom. La Nouvelle-Calédonie, c'est la terre des Kanaks, des Mélanésiens, une population différente. Et il y avait un regard européen un peu différent sur les Mélanésiens que sur les Polynésiens. Et la Calédonie devient aussi une terre de peuplement français. Euh, la seule colonie de peuplement, à part l'Algérie, euh, car les Français s'installent en Nouvelle-Calédonie, d'abord des transportés, des convicts, euh, entre les années 1860 et la fin du 19e siècle. Les
les transportés du droit commun, mais aussi les communards et même des Algériens après une révolte en Algérie, début des années 1870. Mais la France aussi essaie d'attirer des colons libres pour former une sorte de France australe. Et donc, la Calédonie devient une société beaucoup plus cosmopolite, avec des Kanaks, le peuple originaire des îles, avec les Européens et avec des travailleurs asiatiques, et ensuite avec des Polynésiens qui arrivent de Tahiti, de Wallis-et-Futuna, et qui donnent cette démographie très complexe qui est la société calédonienne d'aujourd'hui. Wallis-et-Futuna reste quand même un monde à part, et donc une, une typologie des trois territoires français révèle les différences de ces terres de souveraineté française. Et comme j'ai dit, il y a aussi le cas des Nouvelles-Hébrides. L'archipel des Nouvelles-Hébrides est un cas très particulier, situé dans le Pacifique du Sud-Ouest, pas très loin de la Nouvelle-Calédonie, pas très loin de la côte est de l'Australie. Les Nouvelles-Hébrides présentent un intérêt pour les Calédoniens et les Australiens, et donc pour les Français et les Anglais. Euh, mais ni l'Angleterre ni la France ne s'accaparent des Nouvelles-Hébrides. À la fin du 19e siècle, il y a un rapprochement entre Londres et Paris qui prépare l'entente cordiale, et donc un pays ne peut pas porter offense à l'autre pays en prenant possession des Nouvelles-Hébrides. Il y a des intérêts commerciaux et agricoles des Calédoniens et des Australiens, mais aussi l'intérêt des missionnaires. Donc, c'était un peu bizarre parce qu'il y avait les catholiques français et les protestants presbytériens et anglicans australiens. Il y a des propriétaires français et des propriétaires australiens et anglais. Et aussi, il y avait un des gros propriétaires des Nouvelles-Hébrides, était un Irlandais qui avait vécu en Australie, mais qui était farouchement anti-anglais. Et donc, il a pris la nationalité française. Il représente d'une certaine manière les intérêts aux Nouvelles-Hébrides. Donc, qu'est-ce qu'on va faire des Nouvelles-Hébrides? On a établi en 1906, au moment de l'entente cordiale, un condominium. Donc, les Nouvelles-Hébrides ne sont ni sous la souveraineté anglaise, ni sous la souveraineté française. Il y a deux résidents, résidents anglais, résidents français. Euh, on essaie de garder une égalité entre les deux, une parité entre les deux, et donc les domiciles des deux sont construits de la façon pour que les mâts qui abordent les drapeaux nationaux soient exactement à la même hauteur. Il y a deux monnaies qui circulent, la livre sterling anglais, le franc français. Il y a deux drapeaux, il y a deux langues, même trois langues, puisqu'il y a Bislamar, la langue créole, et les différentes langues de la population néo-hébridaise. Il y a à peu près une trentaine de langues indigènes. Euh, il y a aussi un tribunal mixte pour les questions de terre, pour les questions foncières, avec un juge français et un juge anglais. Mais on sait que le français et l'anglais ne vont pas se mettre d'accord. Donc, on a besoin d'un troisième juge. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit un Espagnol pour la seule raison que les Espagnols étaient les premiers découvreurs européens de Nouvelles-Hébrides. Donc, cela devient une sorte d'opéra comique. Et même quand la première automobile arrive dans les Nouvelles-Hébrides, on ne sait pas si les véhicules motorisés doivent rouler à droite, comme en France, ou à gauche, comme en Angleterre. On fait des recherches dans les archives. On trouve que la première bicyclette qui arrive aux Nouvelles-Hébrides était de marque française. Et donc, les voitures roulent sur la droite. Tout à fait bizarre, mais
l'autre versant de l'histoire, le revers de la médaille, c'est l'effet sur la population locale. Les indigènes n'avaient pas de nationalité, n'avaient pas de droit politique. Ils habitaient chez eux, dans leur propre pays, comme dans une sorte de no man's land de ce condominium, pandemonium, comme on disait aussi, qui continuait à opérer jusqu'à l'indépendance de Vanuatu en 1980. Et je crois que ce cas particulier des Nouvelles Hébrides illustre bien des paradoxes et des contradictions de la colonisation. Les idées européennes et autres, une sorte de sous-impérialisme dans le Pacifique, dans ce cas-là, entre les Calédoniens et les Australiens, et puis les effets très mitigés, même néfastes, sur la population locale. Ce sont les premiers peuples, les premières nations, comme on dit maintenant, les indigènes, les autochtones des îles du Pacifique qui paient le prix de la colonisation. Euh, pour certains, il y avait des bénéfices, bien entendu, mais il y a aussi des problèmes, et il y a des conséquences euh, néfastes. Les autochtones sont dépossédés de beaucoup de leur terre. Euh, En Nouvelle-Calédonie, par exemple, sur la Grande Terre, les Européens prennent 9 dixièmes des terres. Et la situation n'est pas tout à fait le même dans d'autres îles, mais quand même, les Polynésiens, les Mélanésiens, les Micronésiens perdent beaucoup de terres. Il y a aussi le fait que les Iliens soient dépossédés de leurs droits politiques, parce que le régime colonial est un régime autoritaire. Euh, Ce sont les Européens qui imposent le droit, qui établissent des institutions politiques, qui établissent des régimes de taxation et qui donnent une certaine structure européenne à la société locale. Euh, Sans droit de représentation pour les autochtones jusqu'à très tardivement dans l'histoire coloniale du Pacifique. Pour les Européens, c'est normal dans l'histoire de la colonisation. Les Européens sont les maîtres. Euh, il y a aussi l'exploitation économique, l'exploitation du travail, parce que les Iliens sont contraints de travailler pour payer les impôts. Ils sont recrutés pour travailler dans l'agriculture, dans les mines, dans les ports. Il y a des Iliens qui sont aussi recrutés pour travailler dans d'autres îles. Euh, Par exemple, il y a le système de ce qu'on appelle Blackbird Labor, avec les Mélanésiens qui sont recrutés de temps en temps d'une façon coercitive pour travailler sur les cannes de sucre au Queensland, en Australie. Euh, il y a une sorte de migration que certains observateurs comparent à une nouvelle forme d'esclavage dans le Pacifique. Euh, Troisièmement, il y a une sorte de dépossession culturelle. Beaucoup de Mélanésiens, de Micronésiens, de Polynésiens sont évangélisés et deviennent des chrétiens. Mais en devenant des chrétiens, soit protestants, soit catholiques, ils perdent une partie de leur patrimoine culturel, leurs croyances, leurs traditions, leur mode de vie. Et évidemment, pour les missionnaires, ces pratiques euh, étaient des pratiques païennes. Et donc, des fêtes, des danses, des croyances euh, étaient mises au banc de la société, de la nouvelle société chrétienne dans les îles. Euh,
Bien sûr, il y a une résistance. Il y a une résistance militante, une résistance culturelle, et il y a aussi une hybridisation, un syncrétisme des pratiques ancestrales et les pratiques nouvelles venant de l'Europe et du christianisme. Et donc la culture du Pacifique, les cultures du Pacifique, il faut dire, survivent d'une façon transformée. Mais en même temps, il faut dire que, comme dans d'autres régions colonisées, il y a un grand prix payé par les autochtones euh, à cause de cette colonisation contre leur volonté et sans leur consentement. Les Européens veulent établir un système européen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils veulent développer des économies d'exportation. Euh, donc un modèle qui essaie de promouvoir la production de produits agricoles, minéraux d'exportation pour le marché international, phosphate, nickel, copra, fruits tropicaux, perles et autres produits qui transforment une économie de subsistance, une économie autarchique dans une économie dirigée vers un marché mondial, tant bien que mal. Euh, les, les Européens euh, adoptent un modèle du gouvernement européen, euh, d'abord un gouvernement colonial, mais qui par la suite laisse des institutions euh, parlementaires dans le Pacifique. Donc, dans le Pacifique maintenant, les systèmes de gouvernement se rapprochent des modèles européens avec gouvernement, élection, constitution, campagne électorale. euh, et c'est un héritage peut-être positif de la présence européenne, mais qui quand même remplace les anciennes structures de chefferie ou de hiérarchie euh, typiques de ces îles. Il y a aussi un modèle culturel. J'ai parlé du christianisme importé dans le Pacifique. C'est une des régions du monde où le christianisme reste le plus vivant euh, malgré la laïcité, malgré la déchristianisation de beaucoup d'autres pays. Euh, il y a aussi les langues. L'anglais devient la lingua franca de beaucoup d'îles du Pacifique. Le français, la langue des îles françaises. Euh, il y a les institutions comme les universités, comme les écoles, comme les autres institutions de la vie culturelle qu'on trouve ailleurs. Et donc, les gens des îles du Pacifique, par la force de la colonisation, voient leur vie transformée, mais ils entrent aussi dans un monde internationalisé. Euh, les populations des îles avaient déjà des contacts entre eux, mais l'arrivée des Européens euh, fait entrer le monde insulaire du Pacifique dans un contexte global. Et donc, les modèles d'économie, de culture, de politique qui existent aujourd'hui dans le Pacifique se rapprochent des modèles qui existent en Asie, en Afrique et en Europe et aux Amériques. Euh, C'est-à-dire, c'est une mondialisation de cette région qui n'est pas exempte des courants qui transforment le reste du monde. La colonisation est vraiment très complexe parce évidemment, il y a beaucoup d'accros, il y a beaucoup de violence dans le système colonial. Il y avait les guerres à Tahiti dans les années 1840, des guerres
en Nouvelle-Zélande, dans les mêmes années, il y avait une insurrection en Nouvelle-Calédonie en 1878, la révolte d'Ataï contre les Français, contre les propriétaires français. Il y avait la violence de la vie quotidienne, violence menée par l'État, par l'armée, par la police, contre les Iliens qui n'acceptent pas la souveraineté européenne. Euh, et donc, il y a aussi les effets dont j'ai parlé d'exploitation, de manque de droits politiques, d'aliénation culturelle. En même temps, il y avait un autre côté, parce qu'il y avait des Iliens qui, qui ont adopté volontairement des croyances comme le christianisme, qui voyaient dans le mode de vie de l'Europe et d'autres pays occidentaux une sorte d'alternative au mode de vie traditionnel. Euh, il y a des Iliens qui devient de plus en plus européanisé, si on peut le dire. Il y a des liaisons personnelles entre Européens et Iliens, euh, même un métissage biologique, surtout dans les îles de la Polynésie, où euh, beaucoup de gens à Tahiti ont des origines ancestrales polynésiennes et européennes. Et ils ont cette double culture. Et ils parlent tahitien, ils parlent français. Et ils ont cet héritage qui, pour eux, est, je crois, un atout, est un héritage euh, biculturel. Mais il y a aussi un métissage culturel, pas seulement à Tahiti, mais dans les autres îles du Pacifique, euh, avec l'adoption et l'adaptation des modes de vie d'ailleurs. Et tout cela, c'est une métamorphose. euh, et je ne crois pas qu'on doit chercher tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, parce que c'est très complexe. La colonisation est une véritable transformation, une révolution dans les sociétés touchées par l'expansion européenne ou par l'expansion américaine, japonaise, russe, et ces échanges entre différents peuples, entre différentes cultures, dans un monde nouveau. Euh, Évidemment, on critique la colonisation, et à juste raison, mais toutes les sociétés sont des produits d'échange, que ce soit des échanges amicaux, que ce soit des échanges violents. Et donc, le monde aujourd'hui est un monde de synthèse, un monde syncrétique à cause de cette longue histoire de la colonisation. La colonisation, évidemment, ne date pas d'hier, mais qui date du début de l'histoire. Et c'est un processus qui continue dans le présent. La décolonisation est à l'ordre du jour après la Seconde Guerre mondiale, d'abord en Asie et ensuite en Afrique. Mais la décolonisation des îles du Pacifique se fait tardivement. Pourquoi? Pour les Européens et les autres puissances coloniales telles que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, les îles sont trop petites pour euh, accéder à l'indépendance. Trop petites du point de vue démographique, du point de vue géographique et même dans leurs ressources naturelles. Euh, Comment un pays de quelques centaines de milliers d'habitants peut être un pays indépendant avec tout cela, tout ce que cela exige sur le plan international. Euh, mais ce qui est aussi sous-jacent dans cette perspective, c'est la croyance très répandue à l'époque
que les Iliens sont toujours trop primitifs pour gérer une indépendance, surtout en Mélanésie. Et c'est vrai qu'il y avait très peu de diplômés universitaires, parce que les Européens n'établissaient pas beaucoup d'universités ou n'ont pas vraiment promu l'instruction à ce niveau. Euh, et donc, il y avait des commentateurs qui disaient dans les années 50 qu'il faudrait des années, même des décennies, ou même plus, pour que les populations des îles soient capables de mener le pays à l'indépendance et de gérer des pays indépendants. En même temps, il n'y avait pas cette pulsion vers l'indépendance dans les îles du Pacifique qu'on voit en Afrique et en Asie. Les courants nationalistes, les courants marxistes, les courants inspirés par même les idéologies de l'Europe. Et, et- et donc, ce n'est qu'à partir des années 60 que les îles du Pacifique commencent à gagner leur indépendance. Samoa, Fidji, et ainsi de suite. Euh, Tout cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance. Comme j'ai dit, il y avait des mouvements de résistance déjà au XIXe siècle. Il y avait la formation de partis politiques. On pense par exemple à l'Union calédonienne en Nouvelle-Calédonie dans les années 50. Il y avait des mouvements de nationalisme à Tahiti menés par un leader qui s'appelait Pouvana Aupa dans les années 50, un député et sénateur euh, euh, de Polynésie française. Euh, il y avait des mouvements de renouveau culturel qui forment une sorte de résistance, le mouvement de renaissance dans les langues, dans les cultures, dans ces pays. Euh, et donc, quand on parle de la décolonisation du Pacifique, peut-être faut-il ne pas penser seulement au moment de l'indépendance, mais à une longue histoire de résistance, de survivance de la culture, de nouvelles formes de vie qui, d'une certaine manière, transforment les îles et qui leur mènent à leur statut d'aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup d'îles du Pacifique qui sont devenues des pays indépendants et souverains. Les anciennes colonies anglaises, certaines colonies américaines, néo-zélandaises, australiennes. Mais il y a aussi des îles qui restent euh, partie de grands pays, notamment les trois territoires français du Pacifique qui restent partie de la République française et qui suivent un cursus différent qui ne mène pas, au moins pour l'instant, à l'indépendance. Évidemment, tout cela, c'est très controversé, contesté, parce qu'il y a des mouvements d'indépendance très actifs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. On connaît l'histoire des événements en Nouvelle-Calédonie dans les années 80. On connaît les trois référendums organisés par la France en Calédonie. On sait qu'il y a des leaders indépendantistes kanaks et aussi tahitiens. Et donc, la question n'est peut-être pas encore résolue, mais il y a quand même différents itinéraires vers le présent dans le Pacifique. Euh, En général, pour les colonies anglaises et australiennes, néo-zélandaises, c'était l'indépendance sans guerre, sans grande violence, telle qu'on l'a connue en Inde ou en Algérie ou au Vietnam. Pour d'autres pays du Pacifique, les territoires français, mais les Samoa américaines, Guam, il y a toujours l'attachement à une métropole éloignée. Et maintenant, peut-être il y a de nouvelles formes de coopération dans le Pacifique avec les organisations internationales, avec les accords internationaux, avec l'intérêt d'autres puissances dans ces îles, tel que l'intérêt de la Chine, grande puissance asiatique pour les îles du Pacifique,
qui vont encore une fois changer le donné des relations internationales et même le statut de certaines îles du Pacifique. Mais tout cela pour dire que la décolonisation est bien arrivée dans les îles du Pacifique, bien tardivement. Les pays indépendants du Pacifique mènent leur vie de temps en temps avec des problèmes économiques et politiques et sociaux, pardon, mais surtout maintenant avec des problèmes climatologiques. Parce que le réchauffement climatique est un gros problème pour les atolls coralliens du Pacifique et pour les autres îles qui sont très fragiles, avec les écosystèmes qui sont très, très fragiles aussi. Et puis avec les effets d'un siècle de présence européenne dans le Pacifique. Euh, euh, les effets de l'industrialisation, les effets des essais nucléaires, les effets de pollution dans les îles du Pacifique. Donc, c'est peut-être le grand problème pour les îles maintenant, de faire face au changement de l'environnement. Toute cette histoire de la décolonisation, pourquoi la France reste dans le Pacifique? C'est une grande question. Tandis que d'autres colonies sont amenées à l'indépendance, les trois territoires français restent tels quels, des territoires de la République française. D'abord, il y a l'intérêt de l'État français dans le Pacifique. La France se voit une grande puissance mondiale qui veut une présence dans tous les océans du monde, coins du monde. Et donc, cette présence française dans le Pacifique reste un enjeu, un atout pour la France. Euh, C'était au début des années 60 que le président de Gaulle annonce le transfert du centre d'essai nucléaire de l'Algérie, en voie de devenir indépendance, vers le Pacifique. Et donc, il y avait les essais nucléaires pendant une trentaine d'années à Mururoa, très controversé dans le Pacifique et ailleurs, mais qui donne une valeur stratégique nouvelle à la Polynésie française. Euh, il y a les ressources des îles qui restent toujours d'intérêt pour les Européens, le nickel de la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Mais il y a aussi les zones exclusives maritimes qui entourent les îles du Pacifique. La France est la première puissance du monde, le premier pays du monde par l'étendue de, de ces zones exclusives maritimes à cause des îles françaises un peu partout dans le monde et de la métropole. Et on parle du potentiel de cette zone exclusive pour les ressources maritimes et sous-marines. Euh, il y a aussi l'intérêt de la France pour le rayonnement de la France dans le Pacifique. Le Pacifique représente quand même une sorte d'enjeu pour la France, une sorte de présence dans cette région qu'on dit toujours devient le nouveau centre du monde. C'est pourquoi le président Macron et d'autres hommes politiques parlent de l'importance de l'Indo-Pacifique, des relations euh, euh, entre la France et l'Asie, entre la France et l'Australie, entre la France et le Pacifique, et les terres de souveraineté française dans le Pacifique, donc donnent une sorte de droit à la France, une sorte de présence à la France pour ces négociations, pour ces accords dans le Pacifique et ailleurs. Donc, il y a de vrais intérêts géopolitiques, commerciaux, culturels pour que la France reste dans le Pacifique. Il faut dire aussi que pour les populations locales, l'opinion est quand même mitigée quand il s'agit de l'indépendance. Euh, c'est une question très complexe à cause des changements démographiques en Nouvelle-Calédonie, par exemple, où les Mélanésiens ne sont plus la majorité de la population.
Mais il faut dire aussi qu'avec les trois référendums, un des trois boycottés par les nationalistes, les indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, avec les élections en Polynésie française et avec les élections à Wallis et Futuna, il semble qu'il y ait une volonté des populations locales de rester français. Il y a des mouvements indépendantistes très forts en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, mais du point de vue de Paris, c'est la décision des électeurs de ces territoires de rester français. Et donc, c'est peut-être une anomalie dans le monde du Pacifique. Euh, et c'est très controversé. Évidemment, les Kanaks et une certaine partie de la population polynésienne souhaitent l'indépendance du pays, de la Polynésie française. Mais pour l'instant, la France reste dans le Pacifique. La France, pour l'Australie, reste une voisine dans le Pacifique. Et euh, à la fin du XXe siècle, il y avait beaucoup de controverses à cause des mouvements indépendantistes et des essais nucléaires. Maintenant, je crois qu'il y a plus de coopération, plus de rapprochement entre la France et ses voisins du Pacifique, tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et aussi les petits pays indépendants du Pacifique. Et il y a des hommes politiques, je peux parler un peu de l'Australie, qui voient dans la présence française un atout pour le Pacifique, parce que la France quand même apporte sa technologie, ses transferts d'aide, son commerce et peut-être une sorte de balance contre la Chine dans le Pacifique. Euh, je ne prends pas position pour ou contre l'indépendance des territoires français, c'est une question pour les gens de ces pays-là, mais c'est vrai que la présence française dans le Pacifique est bien enracinée, bien ancrée dans la région. Et est-ce que cela va changer? Les historiens ne sont pas vraiment de bons clairvoyants. Donc, je ne me prononce pas là-dessus. L'île n'est pas vraiment une île, parce qu'une île est toujours ouverte au monde autour, par le fait du peuplement de l'île, par le commerce, par les activités maritimes. Et les îles du Pacifique sont de plus en plus cosmopolites à cause de l'immigration. Les Européens se sont installés dans les îles. Les touristes arrivent. Il y a des populations très variées dans les îles. Par exemple, à Tahiti, il y a des populations d'origine chinoise et nord-américaine et européenne. En Calédonie, il y a des populations d'origine kanak, bien entendu, mais aussi vietnamienne, indonésienne, wallisienne, polynésienne. Euh, les peuples du Pacifique sont des peuples migratoires depuis toujours parce qu'ils sont arrivés par l'immigration dans leur bateau avec ces voyages impressionnants, remarquables du peuplement des îles. Beaucoup de gens des îles devenaient des navigateurs, des pêcheurs. Les gens allaient d'île en île. Euh, ils portaient avec eux leur culture, leur langue, leur religion, leurs produits. Et donc, le Pacifique devient une sorte de plaque tournante pour un mouvement migratoire d'hommes, d'idées et de produits. Et cela devient de plus en plus important, je crois, euh, à l'époque des conteneurs, à l'époque des avions, à l'époque de l'Internet. Le Pacifique, même les îles les plus isolées, euh, le Pacifique est désenclavé. Euh,
quand on pense aux îles Pacifiques, on pense d'une petite île avec quelques palmiers, avec une vision un peu folklorique. Mais les hommes et les femmes du Pacifique sont connectés au reste du monde par la consommation de produits, par les idées, par l'Internet, les sites, les blogs, la musique, la littérature. Et donc, le Pacifique est toujours une région d'îles, mais une île qui sont très connectées avec le reste du monde. Et c'est une conséquence de la technologie, de la migration, des modes de vie. Et donc, il faut peut-être euh, créer une nouvelle vision du Pacifique qui va au-delà des stéréotypes d'antan, des stéréotypes de petits pays avec des palmiers, avec du sable blanc, avec la mer, avec la douceur de vivre. Ce sont des sociétés très dynamiques qui épousent le monde moderne, qui essaient de faire face aux challenges du monde contemporain, les challenges technologiques, géopolitiques, climatologiques et autres. Les traces de l'époque coloniale sont très importantes dans le Pacifique d'aujourd'hui. Évidemment, il y a les traces de l'époque précoloniale, il y a la culture euh, locale de tous ces pays. Mais l'empreinte coloniale reste très forte dans le Pacifique par les langues, par les institutions politiques, par l'insertion de ces pays dans une économie monde, par les modes de vie de la population locale. Euh, Évidemment, il y a ceux et celles qui recherchent un renouveau de la culture autochtone et qui veulent même à la limite rejeter certains aspects de la vie européenne. Euh, mais je crois que on ne fait pas un pas en arrière à une situation, jusqu'à une situation précoloniale. Le monde a changé et euh, ce qu'on trouve dans le Pacifique maintenant, c'est un monde qui est une sorte de synthèse, comme j'ai dit tout à l'heure, de différentes cultures euh, locales et étrangères. Mais les traces sont très importantes. Et il faut faire face à ces traces parce qu'il y a des traces euh, néfastes de la colonisation. Je me permets de parler un tout petit peu de l'Australie, où on parle maintenant de la situation des aborigènes et des gens des îles de Torres. euh, qui sont d'une origine différente, comme les premiers peuples de l'Australie. Euh, Jusqu'en 1967, les aborigènes ne figuraient même pas dans le recensement de la population aborigène. Évidemment, les aborigènes ont été euh, considérés comme des gens qui vivaient à à l'âge de pierre. Ils en ont souffert. Il y a toujours un racisme en Australie. Il y a toujours une discrimination contre les aborigènes. Euh, il n'y a que très récemment que la Cour suprême de l'Australie a reconnu les droits des aborigènes sur leurs terres ancestrales, des décisions juridiques dans les années 90. Et à l'heure actuelle, en Australie, il y a une proposition du gouvernement qui s'appelle The Voice, de créer un conseil consultatif, pas législatif, mais consultatif, des premiers peuples, des Premières Nations en Australie euh, à l'échelle nationale. C'est controversé, mais pour beaucoup d'aborigènes et beaucoup d'autres aussi, l'adoption de cette proposition qui sera euh, proposée comme référendum plus tard cette année, 2023, sera une pleine reconnaissance du,
de la place des Aborigènes comme premier peuple de l'Australie, du continent australien, et The Voice donnera aux Aborigènes une voix, une assemblée consultative pour toute proposition de loi qui concerne ces populations. Mais la campagne est longue et pendant plus de 100 ans, plus de 200 ans même, les Aborigènes ont souffert à cause de la colonisation. Et je crois que c'est pareil, peut-être à des mesures différentes, dans d'autres îles. Et donc, il y a toujours un challenge pour les Iliens d'avoir la mainmise sur leur terre, sur leur économie, sur leur culture, de promouvoir une renaissance des cultures, d'avoir un droit de cité dans les forums internationaux, qui est difficile pour les petits pays, et de sauvegarder leur culture et leur environnement, du sens propre, leur écologie qui est menacée. Et donc, euh, les suites, les effets de la colonisation sont des conséquences qui se voient aujourd'hui et qui ne sont pas seulement quelque chose du passé. Euh, et les populations des îles du Pacifique essaient quand même de réagir contre cet héritage de la colonisation et ses suites, les suites positives et les suites négatives, pour créer de nouvelles sociétés et pour faire face aux challenges d'aujourd'hui.